Lorsqu'un couple sombre dans l'abus, les répercussions s'étendent bien au-delà de la sphère privée. Ce type de violence ne se limite pas au mur d'un foyer. Il laisse des marques indélébiles sur les victimes et leurs proches, tout en bouleversant même les individus les plus endurcis. Le cas de Kellyanne Bates illustre tragiquement un schéma classique de violence conjugale. Jeune et vulnérable, elle est tombée sous l'emprise d'un homme manipulateur, un récidiviste qui avait déjà un passé de comportement abusif. L'épisode d'aujourd'hui aura pour but de souligner l'importance cruciale pour les proches de détecter les signes de violence et de prendre des mesures. Nous aborderons les dynamiques toxiques qui ont conduit à cette tragédie, les défis liés à la dénonciation des abus ainsi que les obstacles qui empêchent parfois les interventions nécessaires. Trauma avertissement, l'épisode contient des mentions de torture, de descriptions graphiques, de blessures et de décès, et de violences physiques, psychologiques et conjugales. Bienvenue au balado, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Kellyanne Bates est née le 18 mai 1978 dans une banlieue de Manchester, au Royaume-Uni. Ses parents sont Margaret et Thomas Bates. Elle avait 2 frères, Andrew et Paul. Kellyanne était une jeune femme pleine de vie, décrite par sa famille et ses amis comme dynamique, sociable et extravertie. Passionnée de sport, elle jouait au football et au hockey. Dès son plus jeune âge, Kellyanne montrait une grande ambition et un sens des responsabilités. À 14 ans seulement, elle avait 2 emplois. Elle travaillait dans un atelier de graphisme local et gardait des enfants pour se faire un peu d'argent. Elle aimait profondément les enfants et rêvait de devenir enseignante. Clairement, là, il y a des photos d'elle avec des enfants, puis elle avait vraiment comme une proximité avec eux. Clairement, ça fait du sens qu'elle voulait avoir une carrière auprès d'eux. Douce, maternelle et appliquée à l'école, elle avait un avenir prometteur devant elle. Mais en 1993, à l'âge de 14 ans, Kellyanne a rencontré l'homme qui allait finir par la tuer. Les parents de Kellyanne, Margaret et Thomas Bates, savaient que leur fille fréquentait quelqu'un, mais ils ne l'avaient jamais rencontré. Ils pensaient qu'il s'agissait d'une personne avec qui Kellyanne allait à l'école, et ce, même après qu'une de ses amies, une amie de Kellyanne, avait dit à ses parents que son copain était plus vieux qu'elle. Kellyanne avait l'habitude de fréquenter des personnes plus âgées, donc ça n'a pas alarmé ses parents. Ils s'imaginaient que c'était peut-être quelqu'un d'une année scolaire ou 2 de plus que Kellyanne, puis de toute manière, ils se disaient que ça ne devait pas être si sérieux que ça parce qu'ils ne l'avaient jamais rencontré. De 14 à 16 ans, Kellyanne recevait souvent des appels de son amoureux secret à la maison. Un jour, Margaret, la mère de Kellyanne, est rentrée chez elle et a surpris Kellyanne en compagnie de son petit ami. C'est la première fois que Kellyanne l'invitait chez elle. Margaret a raconté que dès l'instant où elle a vu l'amoureux de sa fille, les poils sur sa nuque se sont dressés. C'était pas seulement un petit ami plus âgé, c'était un homme de 32 ans qui se présentait sous le nom de David Smith. Quel choc de voir ta fille de 16 ans qui sort avec un gars de 32 ans, c'est presque le double de son âge. Quand même, hein? Ouais, c'est beaucoup. C'est, tu sais, quand t'as une image dans ta tête aussi de qu'est-ce qu'il va être, puis finalement, c'est pas ça. Là. C'est un peu surprenant. Ça peut être choquant. Oui. Margaret était vraiment pas ravie d'apprendre que pendant 2 ans, sa fille communiquait avec un homme aussi âgé que David, surtout en considérant qu'elle avait seulement 16 ans. Puis cet homme se trouvait désormais devant elle, sous son toit, puis elle avait vraiment un très mauvais pressentiment. Margaret a dit dans une entrevue « Ce n'était pas l'homme que je voulais pour ma fille. Je me souviens très bien avoir vu notre couteau à pain dans la cuisine et avoir eu envie de le prendre et de le poignarder dans le dos. C'était une pensée étrange. Je n'aurais jamais normalement envisagé quelque chose aussi violent et maintenant je me demande si ce n'était pas une sorte de 6e sens. » Mais qui était ce David Smith et comment Kellyanne a pu se retrouver avec un homme aussi vieux? Pour commencer, David Smith, c'était pas son vrai nom. Pourquoi il n'a pas dit son vrai nom à la famille, c'est une question qui se pose, là. Mais il s'appelait James Patterson Smith. Il n'avait pas 32 ans non plus, mais plutôt 48 ans, le même âge que le père de Kellyanne. C'est une bonne différence d'âge encore plus, là. Oui, puis c'est pas tout. James Patterson Smith avait un long passé de violence envers les femmes avec qui il avait été dans sa vie. Oui, parce qu'on peut s'imaginer qu'à 48 ans, il y a eu quelques femmes avant Kellyanne. Il y avait même eu des enfants. OK. Ouais. Donc, voici comment Kellyanne et James se sont rencontrés. 2 ans plus tôt, quand Kellyanne avait 14 ans, elle gardait des enfants, comme j'avais dit au début. Puis, à la fin d'une journée de gardiennage, les parents de l'enfant sont revenus à la maison en compagnie de leur ami, qui était James Patterson Smith, mais qui s'est présenté à Kellyanne comme étant David Smith.
David Smith, de son faux nom, a proposé à Kellyanne de la reconduire chez elle sous prétexte de vouloir s'assurer de sa sécurité. Ses arguments étaient: t'es une jeune fille, il fait noir, ça pourrait être dangereux, tu sais jamais sur qui tu peux tomber, tu sais, ce genre d'affaires-là. Là. Puis Kellyanne a accepté. Pendant 2 ans après leur rencontre, David a groomé Kellyanne. Puis peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi le fait de groomer quelqu'un, le grooming? Oui, le grooming, ça consiste à établir une relation, à gagner la confiance et à créer un lien émotionnel avec la personne. C'est une forme de manipulation. Ça mène souvent à des abus sexuels, mais parfois aussi à l'exploitation sexuelle et justement à du trafic sexuel. Ça peut se manifester par de l'attention, des cadeaux, de l'argent. Une fois que la confiance est établie entre l'abuseur et la victime, l'abuseur va commencer à essayer de repousser les limites en introduisant des comportements inappropriés. C'est souvent fait de manière progressive. L'abuseur pourrait tester jusqu'à où il peut se rendre avec des actions qui peuvent sembler inoffensives, comme par exemple complimenter la victime de manière excessive jusqu'à avoir un contact physique accidentel, entre guillemets. Ces comportements ils peuvent escalader jusqu'à une agression sexuelle. C'est très insidieux parce que la personne qui manipule la sorte ne le crie pas haut et fort et la personne victime de grooming ne va pas réaliser que c'est en train de se produire. Puis de ce que je comprends aussi, c'est quelque chose qui est très lent. Là. Ça peut durer. Mais en tout cas, les cas de grooming que j'ai entendu parler, ça peut commencer parfois au primaire, s'étendre jusqu'à l'âge adulte. C'est Là. sur une longue période. Ouais, Là. c'est ça. Puis pour revenir à Kellyanne, sa relation avec James, de son vrai nom, aurait officiellement débuté après 2 ans de grooming, quand elle avait 16 ans. Probablement parce que l'âge auquel une personne peut légalement consentir à une activité sexuelle est de 16 ans au Royaume-Uni. Mhm. Pourtant, quand Kellyanne avait 15 ans, elle n'est pas rentrée à la maison pendant toute une nuit. On peut supposer qu'elle a passé sa nuit chez James, ou en tout cas avec lui. Margaret et Thomas, les parents de Kellyanne, étaient si inquiets par son absence qu'ils ont appelé la police. Puis lorsqu'elle est finalement rentrée chez elle le lendemain, Kellyanne a prétendu avoir passé la nuit chez une de ses amies, appelée Rachel. Fait que On peut comprendre l'inquiétude. Là, à 15 ans, quand même, t'es 100 pas si vieux que ça. Là. non. Puis surtout qu'elle donne pas de nouvelles, qu'elle Ouais. rentre pas chez elle une nuit complète, Quand c'est sans pas dans appeler les ses habitudes. parents. Là, ouais. Ouais. Mais qu'elle fait passer ça pour aller chez son amie Rachel. C'est pas quelque chose que, en même temps, il y a bien des personnes qui font ça à cet âge-là. Là. C'est pas hors du commun non plus. Là. Mm. Margaret a dit: je savais qu'elle mentait, c'était pas son genre, mais je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Quand ils ont finalement rencontré James, les parents de Kellyanne se sont évidemment opposés à la relation entre leur fille et cet homme beaucoup plus âgé qu'elle. Mais ils étaient impuissants. Kellyanne avait l'âge de consentir et voulait pas créer une distance entre eux et leur fille. C'est assez complexe là, parce que tu veux pas justement te mettre ta fille à dos puis que finalement elle s'éloigne encore plus puis qu'elle se rapproche plus de cet homme que tu Mhm. apprécies pas puis que tu... Oui, c'est ça. Tu peux comme t'opposer, mais sans vraiment trop t'opposer puis mettre comme des restrictions parce que tu veux pas la perdre complètement, tu veux pas qu'elle s'éloigne. Mais c'est ça, tu veux pas créer l'effet contraire de ce que Ouais. tu veux au final. Mhm. Leur nouveau gendre s'est aussi montré attentif, bien élevé, présent. James allait jusqu'à appeler les parents de Kellyanne pour discuter, surtout quand Kellyanne revenait tard de chez lui le soir. Il créait un lien avec les parents. Il voulait essayer de les rassurer. Ces gestes, justement, les ont rassurés pour une courte période de temps. Puis un détail qui restait en tête de Margaret et Thomas, c'est que personne semblait connaître ce David Smith parce qu'il s'était présenté à eux sous ce nom-là. Ouais. Margaret et Thomas ont fini par découvrir le vrai nom et âge du copain de leur fille. Il avait pas 32 ans, comme j'ai dit tantôt, mais bien 48 ans, ce qui donnait une différence d'âge de plus de 30 ans. Lorsque Margaret a confronté James à propos de son âge, il a répondu: je te l'ai pas dit parce que je pensais que tu ne voudrais pas que je sois avec ta fille à cause de la différence d'âge. Puis c'est sûr que on peut comprendre parce que tu sais, de savoir que 48, déjà 32 ans, c'est quand même, c'est très limite. Là. Oui. Il y a quand même une différence d'âge significative, mais à 48 ans, on comprend pourquoi il l'a pas dit aussi, puis pourquoi les parents auraient encore plus réagi là, face à ça. Là. T'es tellement pas à même place dans la vie, là. Mais Tes non. projets, tes ambitions, tu sais, elle est encore à l'école. Il a vécu une bonne partie de sa vie, là, tu sais. Oui, ils sont à des endroits à deux extrêmes. Là. Mhm. La différence d'âge entre James, 48 ans, et Kellyanne, 16 ans, ça constitue un facteur essentiel au déséquilibre de pouvoir. Les relations avec un écart d'âge important, surtout lorsque l'un des partenaires est mineur, ça implique souvent une inégalité au niveau de l'expérience puis de la maturité. L'abuseur peut exploiter la naïveté, la vulnérabilité émotionnelle et l'inexpérience de la victime pour la manipuler. Il y a une espèce de dynamique de pouvoir aussi, tant au niveau psychologique, que James utilisait des tactiques de contrôle et de manipulation pour pouvoir dominer Kellyanne, et aussi émotionnel.
Il exploitait son désir d'indépendance et son besoin d'amour pour l'attirer et la garder sous son influence. On peut comprendre à 16 ans, là, c'est vraiment des éléments qui sont majeurs. Juste le fait d'avoir quelqu'un d'un peu plus vieux que toi quand t'es dans ces âges-là, là, tu te sens tellement spécial que quelqu'un de plus vieux s'intéresse à toi. C'est ça exactement. À ces âges-là, c'est vraiment les adolescents recherchent beaucoup ça, là, une certaine indépendance là, par rapport à tout ça. Oui, oui, puis de l'attention. Il y a également l'aspect financier, que les jeunes victimes, souvent dépendantes, peuvent être piégées là, par un sentiment de dépendance envers l'abuseur, justement. Là. Ils payent des affaires, puis à un moment donné, ben, on- ils prennent goût à ça, en fait. Là. Mais oui. Mais c'est encore C'est là, c'est une normal. Là. manipulation Ben parce oui. que elle, son argent de poche, c'était C'était pas le même. probablement pas la même valeur que ce que lui pouvait lui Oui, offrir. Là. oui, c'est ça. Ça fait aussi partie, comme on disait, du grooming, de faire des cadeaux. Fait que Oui, tout à fait. Kellyanne s'est ensuite mise à quitter la maison en pleine nuit pour revenir seulement le lendemain. Ça a évolué jusqu'à ce qu'elle parte plusieurs jours d'affilée sans donner de nouvelles. Puis Kellyanne et James auraient brièvement rompu. En novembre 1995, quand Kellyanne avait 17 ans, leur relation aurait recommencé, ils auraient repris. Et pas juste ça, Kellyanne aurait emménagé dans la maison de James. Margaret et Thomas n'étaient pas du tout d'accord avec cette idée. On peut comprendre. Ils ont essayé d'être de bonne foi et ils ont accepté le déménagement à condition qu'elle garde un contact régulier avec eux. Ce qui est quand même assez normal, là, mais c'est comme. C'est encore limite, là, encore une fois. Là. Oui. Ça peut sembler jeune, mais en Angleterre, en fait, à 17 ans, un jeune est légalement autorisé à quitter le domicile parental et à entretenir des relations, même avec des adultes plus âgés, sauf s'il existe des preuves claires d'abus ou de coercition. Puis évidemment, mais ça s'est pas passé comme ça, là, le fait de donner les nouvelles régulièrement. Au contraire, Margaret et Thomas ne voyaient presque jamais Kellyanne à partir du moment où elle est déménagée chez James. C'est arrivé que la famille de Kellyanne visite la maison de James, par contre, puis une fois, ils ont vu une espèce d'étrange trou dans le plancher. James a expliqué que c'était dû à une fuite de gaz. Puis je vais vous reparler de ce trou-là plus tard. Lors des rares occasions où Margaret, Thomas et le reste de la famille voyaient Kellyanne, ils ont remarqué que Kellyanne, une fille autrefois pleine de joie, était devenue de plus en plus renfermée. Puis au fil des semaines qui passaient, Kellyanne avait perdu du poids. Elle prenait plus soin de son apparence et ses parents voyaient bien qu'elle avait arrêté de se laver. Fait qu'il y avait vraiment des signes, là. Oui, puis des fois aussi, ça aussi, c'est un signe un peu de violence conjugale parce que le partenaire violent, il va voir ça comme « Ah, tu te mets belle. Pour qui tu te mets belle? Ouais. Tu te mets belle pour un autre gars? » Fait que là, la personne va « OK, ben je me maquillerai pas. OK, ben je me m'arrangerai pas les cheveux. Je vais laisser faire ma teinture. » On va faire attention, en fait, à tout ce qui pourrait lui être reproché. Oui, c'est ça. Fait que c'est de l'hypervigilance, de pas vouloir attirer ces crises-là du partenaire violent. Puis ça peut se manifester pour les proches par « Ouais, il me semble à se laisser aller de ce temps-là. » Ouais. C'est un signe encore une fois. Ses proches n'ont pas immédiatement vu un lien entre la relation avec James et la détérioration de l'état général de Kellyanne. Kellyanne avait aussi des bleus à plusieurs endroits sur son corps et une fois, sa mère a même vu une marque de morsure sur son corps. Puis Kellyanne disait que c'était arrivé par accident. Je sais pas dans quel... Contexte, ce genre d'accident peut arriver de se Ouais, faire une marque de mordre. morsure, là. Ouais. Mais oui, se faire mordre, carrément, c'est ça. Pourquoi tu t'es mordre par accident? C'est un peu étrange, là. Une fois, Kellyanne avait carrément un œil au beurre noir, mais elle a dit à sa mère qu'elle s'était fait attaquer par des filles dans la rue, des filles de son école. C'est toujours la bonne excuse. Ah, mais c'est accident. Ah, mais c'est telle personne. Ah, mais c'est ça. Ah, j'ai Ouais. tombé. Tu sais, c'est toujours... Encore là, c'est des patterns communs, malheureusement. Puis malgré les supplications de Margaret, Kellyanne refusait catégoriquement d'admettre que James était violent et elle refusait de le quitter. Margaret a déclaré au Daily Mail « Je ne savais pas quoi faire. Elle était bornée, elle ne m'écoutait pas. J'avais peur que si je me disputais avec elle, ça ne ferait que les rapprocher davantage. » Une réflexion que Margaret a regrettée chaque jour de sa vie. Après un certain temps, la famille de Kellyanne ne l'a plus revue. En plus de plus voir sa famille, Kellyanne avait fini par quitter ses 2 emplois à temps partiel en décembre 1995. Certains disent qu'elle aurait même arrêté l'école. Donc là, elle a plus de social, là. Tu vois plus ta famille, tu vois plus tes amis, puis t'as plus de travail, tu vas plus aux études. C'est un isolement quasi complet, là. Ouais, tout ce que t'as, c'est ton copain, Mhm. ton partenaire. T'as plus personne d'autre. Les parents de Kellyanne se sont raccrochés au fait qu'ils pouvaient toujours lui parler au téléphone, mais même là, ils sentaient que leur fille était différente. Puis James était toujours présent lors de ces appels entre eux et leur fille. Ils espéraient la voir pendant la période des fêtes 1995, mais elle s'est jamais présentée. Par la suite, Kellyanne a manqué tous les événements familiaux comme les anniversaires. 1 mois après déménager chez James, Kellyanne avait coupé tous les liens qu'elle avait.
James avait méthodiquement isolé Kellyanne. Les signes de violence conjugale dans le cas de Kellyanne étaient visibles, bien que difficiles à interpréter pleinement à l'époque. Il y avait des signes comportementaux, donc un changement de comportement, un retrait social, de la peur, de l'hésitation à parler ouvertement. Il y avait également de l'acceptation ou une minimisation des comportements abusifs de Smith envers elle. Il y avait des signes physiques, l'apparition de blessures ou d'échymoses, parfois dissimulées ou justifiées par des excuses incohérentes. Ouais, c'est en plein ça. Il y avait des signes dans la relation aussi, le contrôle excessif de Smith sur les décisions de Kellyanne, ses déplacements et ses relations. Puis il y avait aussi la différence marquée là, entre les récits ou la perception de Kellyanne et ceux de son entourage. Donc, le cycle de l'abus là, classique de la violence conjugale, il y a la première phase qui est nommée l'attention. Dans la première phase, il va y avoir l'attention du partenaire qui est violent, elle va monter. Ça va créer un climat de peur et d'anxiété pour la victime. Dans cette phase-là, le conjoint ou la conjointe va utiliser souvent de la violence verbale et psychologique. Ces attaques-là sont parfois considérées comme mineures par le partenaire qu'il subit parce qu'il ou elle croit faussement être en mesure de contrôler la situation. La deuxième phase qui est nommée la crise ou l'agression. La deuxième phase, généralement courte, mais souvent dévastatrice. Ça se traduit par l'explosion du conjoint ou de la conjointe, c'est-à-dire par une agression, soit psychologique, sexuelle ou physique, de façon directe ou indirecte. Pendant cette période-là, la victime va être en état de choc. Traumatisée, ses idées et ses sentiments sont confus. Elle peut ressentir aussi bien de l'outrance et de la colère que de la honte. Peux-tu nous expliquer c'est quoi des violences directes ou indirectes? Quand on parle de violence directe, c'est plus un acte physique d'agression qui va être observable, en fait, là, qui va causer des blessures physiques directes à la personne. Quand c'est une violence indirecte, c'est plus, disons, de la manipulation psychologique, des menaces, de l'isolement, du contrôle économique, puis d'autres comportements non physiques qui vont viser à contrôler et à affaiblir le partenaire ou la partenaire. Puis de ce que je comprends aussi, ça peut être de la violence envers les enfants, Ouais, qui peut être au niveau considérée aussi indirect. indirect. Mhm. Ça peut être aussi frapper dans le mur, Ouais. pas frapper la personne. Mhm. Ça peut être des choses comme ça. C'est tout autant une forme de violence, dans le fond. C'est tout autant valide. Mhm. C'est juste qu'il n'y a pas directement à la personne. Oui, c'est ça. La personne n'aura pas de blessure par rapport à ça, mais ça reste de la violence quand même. Mhm. À la troisième phase du cycle, l'agresseur tente de se justifier en expliquant les raisons de son acte. De son côté, la victime, souvent de façon inconsciente, cherche des réponses aux gestes violents de son partenaire. Suite aux justifications de son conjoint ou de sa conjointe, le doute et la culpabilité l'envahissent peu à peu. La quatrième phase, la réconciliation ou nommée aussi la lune de miel. À la dernière phase, le conjoint ou la conjointe agresseur s'excuse en promettant qu'il ne recommencera plus. Il peut alors redevenir gentil et charmant. À ce moment-là, l'espoir d'une relation saine renaît chez la femme ou chez l'homme. Cette phase est également de la violence. Elle est présente pour permettre à l'agresseur de reprendre le contrôle sur sa victime. Puis, dans un autre moment imprévisible, la tension du conjoint ou de la conjointe va remonter et exploser. L'agresseur va se justifier et va demander pardon à la victime et ainsi de suite. C'est un cycle qui se poursuit. Il est à noter que la dernière phase est de durée variable et elle peut même être absente chez certains conjoints ou conjointes qui ne semblent pas remarquer ou regretter leurs gestes violents. Ah ouais, fait que ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui est dans un cycle d'abus puis qu'il n'y a pas de phase de lune de miel. Il n'y a pas de réconciliation. Ça va juste continuer en passant cette étape-là. Ouais. OK. Puis au fil du temps, la violence psychologique va s'intensifier, puis la phase de tension va augmenter à chaque fois. Les agressions physiques deviennent de plus en plus graves et la phase de réconciliation de plus en plus courte. Fait que la violence s'intensifie en fait là, vraiment de plus en plus. Puis les périodes où il y avait une sorte de forme de réconciliation, ça va être plus bref. Là. Ouais. Ça va venir de plus en plus rapidement que la Le boucle cycle, va se faire. le cycle va se faire de plus en plus rapidement, comme tu dis. Donc, dans la relation entre Kellyanne et James, il va avoir le comportement de l'abuseur. James, qui avait un historique d'abus envers d'autres partenaires, montrait probablement des signes de contrôle, de jalousie et de domination dès le début de la relation. Il isolait Kellyanne de sa famille et de ses amis, un comportement typique dans cette phase. Les effets sur la victime, qui est Kellyanne, c'est qu'elle a cessé de fréquenter ses proches et sa famille a remarqué un changement dans son comportement, notamment des signes de retrait et de peur, bien qu'elle n'ait peut-être pas exprimé directement ce qu'elle vivait. D'où l'importance d'être à l'affût, hein? Oui, tout à fait. La phase de crise ou de violence aiguë. Dans cette phase-là, la violence de James envers Kellyanne
De ce qu'on sait, il lui a causé des blessures physiques, mais probablement aussi mentales et émotionnelles, ce qui va mener à un meurtre particulièrement brutal. Effet sur la victime, la peur et l'isolement étaient probablement si accablants que Kellyanne n'a pas pu demander de l'aide, même si des indices sur son état détérioré étaient visibles, comme tu as nommé tout à l'heure. Elle était complètement sous son emprise, physiquement et psychologiquement. La phase de lune de miel ou de réconciliation, bien qu'on ne dispose pas de témoignages directs, il est probable que cette phase était présente. James a probablement utilisé des excuses, des manipulations et des gestes d'affection pour maintenir son contrôle sur Kellyanne. Cela a pu lui faire croire que la relation pourrait s'améliorer. La dynamique abusive aurait renforcé chez Kellyanne une dépendance émotionnelle et un espoir illusoire, l'empêchant de fuir ou de dénoncer son agresseur. Puis pourquoi le cycle continue? Il y a de la dépendance émotionnelle. Les victimes sont souvent manipulées pour croire qu'elles ne peuvent pas vivre sans l'abuseur. Il y a l'isolement également. L'abuseur limite les contacts avec l'extérieur, ce qui empêche la victime de demander de l'aide. Les menaces de représailles contre la victime ou ses proches renforcent le contrôle. Et il y a l'espoir de changement aussi. Les périodes de réconciliation, ils vont créer un espoir que la relation peut redevenir saine comme elle était au début. Mhm. Puis l'isolement, je pense que c'est l'une des choses les plus dommageables dans une situation de violence conjugale, d'où l'importance de vraiment pas couper les liens puis de participer à l'isolement non plus. Tu sais, des fois, on sait que quelqu'un est dans une situation particulière, puis ben là, si tu restes avec, que je te parle plus puis je te donne plus de nouvelles, mais je pense que c'est, selon moi, qui ne suis pas experte, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait éviter à tout prix parce que faut c'est comme une victoire aussi pour l'agresseur Ouais. de savoir que les gens eux-mêmes, les proches de la victime s'éloignent. Fait que tant mieux, tu fais la job à ma place. Puis la personne, elle se sent encore plus seule. Puis elle perd ses repères. Oui, tout à fait. Pour revenir à Kellyanne, des membres de la famille Bates ont reçu des cartes pour diverses fêtes. Une pour la fête de Thomas et une autre pour l'anniversaire de mariage de Thomas et de Margaret. Malgré le fait que ces cartes étaient prétendument envoyées par Kellyanne, c'était pas son écriture dans la carte, mais celle de James. Puis ça, ils l'ont remarqué. Puis à ce stade-là, la famille de Kellyanne ne savait même pas si elle était en vie. Il n'y avait plus de nouvelles, pas un appel, pas une visite. Les cartes, c'est même pas signé par elle, c'est signé par son chum. Mhm. Ce qui a poussé Margaret à faire un signalement au système de protection de l'enfance. C'est un peu comme la DPJ au Québec. Malheureusement, cette tentative n'a rien donné puisque techniquement, Kellyanne avait l'âge de consentir comme on l'a mentionné plus tôt. Les parents là, de Kellyanne, ils étaient très impuissants puis ils ont exprimé par la suite leurs sentiments justement d'impuissance face à cette situation-là. Ils avaient perçu des signaux d'alerte comme l'attitude contrôlante de Smith ou le changement de comportement de Kellyanne. Cependant, en raison de son âge et de sa volonté apparente de rester avec lui, se sont retrouvés limités dans leurs actions. Les facteurs de blocage, il y avait le manque d'accès direct. Smith isolait Kellyanne, limitant ainsi les interactions avec ses parents. Il y avait la crainte de détériorer la relation. Les parents peuvent hésiter à intervenir de manière frontale, ils ne veulent pas s'opposer directement, en craignant de repousser leur enfant plus profondément dans la relation abusive, puis perdre de contact avec eux encore plus. Il y avait aussi la dépendance juridique. À 17 ans, Kellyanne était légalement indépendante au Royaume-Uni, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Ça compliquait davantage l'intervention directe auprès d'elle. L'un des frères de Kellyanne, il s'est tanné puis il s'est carrément rendu chez James pour la voir, mais James a répondu à la porte et a dit que Kellyanne n'était pas là. Une autre voisine, inquiète, aurait aussi demandé de la voir, puis Kellyanne s'est tout simplement montrée par une fenêtre. Elle n'est pas sortie, elle n'y a pas parlé, elle a juste fait coucou par une fenêtre. Elle est encore là, elle est encore en vie, mais pas moyen de se rapprocher d'elle. Mhm. Margaret Bates a fait une autre tentative et elle a contacté l'unité de violence conjugale de la police pour leur faire part de ses inquiétudes. Elle leur a mentionné les bleus, l'œil au beurre noir, les morceaux sur le corps de Kellyanne, la différence d'âge, le fait que personne de sa famille ait des nouvelles. Tout comme le système de protection de la jeunesse, de l'enfance, comme on a mentionné tantôt, l'unité de violence conjugale de la police avait les mains liées. James n'avait aucun dossier judiciaire, aucune plainte n'avait été déposée contre lui dans le passé et Kellyanne était en âge de consentir. Ça leur prenait une déclaration de Kellyanne pour faire quoi que ce soit. Ils ont conseillé à Margaret de fournir à Kellyanne des brochures contenant des informations sur comment reconnaître les signes de violence conjugale et comment quitter une relation ou une situation de ce genre. Mais Margaret n'a jamais eu l'occasion de revoir sa fille pour lui remettre ses brochures. Le 16 avril 1996, James s'est présenté au poste de police de Gorton, déclarant que sa copine, Kellyanne, était morte dans leur maison. Selon lui, elle se serait accidentellement noyée dans la baignoire après une dispute. La police s'est immédiatement rendue au domicile de James Patterson Smith. Dès qu'ils sont entrés dans la maison, ils ont été horrifiés par la brutalité de la scène.
Il y avait du sang dans toutes les pièces de la maison, autant sur les murs que sur les plafonds. Les policiers sont montés au deuxième étage de la maison et dans la chambre des maîtres, ils ont trouvé le corps nu de Kellyanne, sans vie. L'enquête sur le meurtre de Kellyanne était menée par le sergent détective Joseph Monaghan. Après avoir vu l'état de la scène et du corps de Kellyanne, il a déclaré « Je suis dans la police depuis 15 ans et je n'ai jamais vu une affaire aussi horrible que celle-ci. » Dr. William Lawler, le médecin légiste qui a examiné le corps de Kellyanne, a décrit ses blessures en disant « Dans ma carrière, j'ai examiné près de 600 victimes d'homicide, mais je n'ai jamais vu de blessures aussi étendues. » Il a même été jusqu'à dire que c'était les pires blessures qu'il avait jamais vues sur une victime de meurtre. C'est Thomas, le père de Kellyanne, qui a eu la terrible tâche de devoir identifier le corps de sa fille. L'autopsie de Kellyanne a révélé qu'elle avait subi plus de 150 blessures distinctes. Donc là, je vais faire la liste des blessures qu'elle a subies. Je fais un gros avertissement parce que c'est horrible. C'est vraiment horrible. C'est de la torture, ce qu'elle a vécu, cette femme-là. Là. La pauvre Kellyanne. Fait que même toi, si tu veux boucher tes oreilles, il n'y a pas de souci parce que ça va aller en empirant. Laissez-moi vous le dire. Donc, Kellyanne avait des marques de ligature au cou. Elle avait été battue avec un pommeau de douche. Elle avait des brûlures au niveau des fesses et de la jambe gauche causées par de l'eau bouillante. Il y avait une brûlure sur la cuisse infligée avec un fer à repasser. Un de ses bras était fracturé. Elle avait subi de multiples coups de couteau, de fourchettes, de ciseaux, y compris à l'intérieur de sa bouche. Elle avait aussi des blessures provoquées par un bêche et un sécateur. Les deux, c'est des outils de jardinage. Une bêche, c'est comme une espèce de petite pelle pour creuser. Puis sécateur, c'est comme un ciseau. Ses mains montraient des blessures d'écrasement, par écrasement. Ses oreilles, son nez, ses sourcils, sa bouche, ses lèvres et ses organes génitaux avaient été mutilés. Elle avait été partiellement scalpée. Ses rotules avaient été brisées, l'empêchant ainsi de marcher. Ses deux yeux avaient été arrachés et il y avait des coups de couteau qui avaient été portés dans les orbites vides. Le pire dans ça, c'est que la mort, c'était la noyade. Fait que James avait raison à ce moment-là qu'elle s'était noyée. Puis je veux juste préciser que toutes les blessures que j'ai nommées ont été infligées avant qu'elle soit décédée. Ils ont toutes été infligées au cours du dernier mois de sa vie. Donc la torture s'est étendue sur au moins 1 mois. C'est vraiment ça, de la torture. C'est de la torture qu'elle a vécue. Le médecin légiste a déterminé que ses yeux avaient été retirés, je le cite, au moins 5 jours et au plus 3 semaines avant sa mort. Oui, mon Dieu. Kellyanne avait perdu 20 livres parce que James l'avait volontairement affamée. Il refusait qu'elle mange ou qu'elle boive. Il l'a gardée attachée parfois à un radiateur, parfois à une chaise, mais toujours par ses cheveux. Dans ses derniers moments de vie, Kellyanne était complètement impuissante. Elle ne pouvait plus marcher. Elle avait été aveuglée, affamée, privée d'eau, ligotée, puis finalement noyée. Après avoir été assommée par un pommeau de douche. Toute cette torture-là, pour qu'au final, il l'assomme, qu'il la rend inconsciente, puis qu'il la noie. Ça n'a aucun sens. Tu sais, Kellyanne avait souffert pendant des semaines, puis elle avait aucune chance de s'échapper, puis elle le savait. Là. Oui, que c'est... Pouf. Ouais. C'est l'une des pires histoires de blessures que j'ai entendues. Elle devait... Je peux pas imaginer comment elle pouvait se sentir de savoir que l'homme qu'elle aimait, l'homme qu'elle a fait confiance, l'homme que souvent plein de personnes y ont dit « fais-y pas confiance », est en train de lui faire subir ça, puis tu peux rien faire. Puis, est-ce qu'elle savait que du monde venait la voir? Est-ce qu'elle savait que du monde essayait de reprendre contact avec elle? Tu sais, l'isolement était pas plus juste physique, là, il était mental aussi. Oui, c'était sur tous les points. Oui. Margaret a dit les gens le traitaient d'animal, mais un animal ne ferait pas ça à un autre animal. C'est un homme diabolique. Je pense à combien il a dû souffrir, à combien il a dû penser que nous ne l'aimions pas parce que nous ne l'avons pas sauvé. Puis le fameux trou dans le plancher que j'ai parlé tantôt, que la mère de Kellyanne avait remarqué quand elle avait été visiter la maison, James en était servi pour emprisonner Kellyanne à un certain moment, durant son calvaire. Il l'a enfermé dans un trou dans le plancher. Oui, mon Dieu. James Patterson Smith a immédiatement été inculpé du meurtre de Kellyanne Bates, mais il a nié avoir fait quoi que ce soit que Kellyanne elle-même ne lui ait pas demandé de faire. Fait que selon lui, c'était de la faute à Kellyanne si tout ça s'était passé. Ben oui. Le procès de James Patterson Smith a duré 10 jours. Le jury incluait 7 hommes et 5 femmes. Le procureur, Peter Openshaw, a présenté au jury les détails des souffrances auxquelles Kellyanne avait été confrontée.
Peter Openshaw aurait dit « La douleur physique aurait été intense, provoquant une angoisse et un tourment au point de la conduire à un effondrement psychologique. » Insensé. Durant son témoignage, Margaret a dit qu'elle savait que le corps de sa fille serait retrouvé un jour. Tu peux t'imaginer, tu sais, Que tu vas en pas la dedans de retrouver toi, vivante, dans le fond, tu vas retrouver son corps oui, décédé. que cette situation-là va se finir en meurtre. C'est terrible. Puis c'est quand même une statistique, malheureusement. Puis sa mère le savait. James aurait obtenu de l'aide psychologique en 1980 et ça n'a pas été d'une grande utilité, est-ce qu'on peut conclure. Et James a rencontré Tina Watson par la suite, une femme âgée de 20 ans. Leur relation a duré de 1980 à 1982. Selon Tina, James la traitait comme un punching bag, de ses propres mots. Oui, ça parle. C'est ça, ça veut dire beaucoup. Tina a raconté, je la cite, « Au début, c'était de temps en temps, juste une petite tape. Mais à la fin, c'était tous les jours. Il me frappait au visage ou me cognait la tête avec un cendrier. Il me donnait des coups de pied aux jambes ou entre les jambes. James battait Tina même pendant qu'elle était enceinte de son enfant et il aurait tenté de la noyer. Tina a finalement réussi à s'échapper avec leur enfant. Peu de temps après, James a rencontré Wendy Motorheads, âgée de 15 ans. Donc, quand on ça voit, va, les jeunes? C'était vraiment son pattern. Là. oui, il allait toujours de plus en plus jeune, de ce que je comprends, Kellyanne, 14 ans la plus jeune. Comme Janice et Tina, James était violent avec Wendy. Il aurait maintenu sa tête sous l'eau dans l'évier de la cuisine. On ignore quand et comment cette relation a pris fin. De ce que je comprends, elle n'a pas témoigné au procès, par contre. Ça aussi, c'est une espèce de pattern là, d'essayer de Noyer ses victimes. Là. Oui. Il y a souvent de l'eau qui revient. Heureusement, Janice, Tina et Wendy et peut-être d'autres femmes ont réussi à s'échapper. Kellyanne, elle n'aura pas eu cette chance, par contre. James a tout nié au fait d'être responsable du décès de Kellyanne. Il a déclaré que c'était lui, la véritable victime dans la relation. Quel culot! Selon ses propres mots, Kellyanne, je le cite, ne me laissait tout simplement pas tranquille. Elle me fait vivre un enfer en me provoquant. Elle me faisait du chantage. Il a ajouté aussi que Kellyanne le narguait constamment en parlant de sa mère décédée. Selon le livre Homicide, un recueil de cas en psychologie légale écrit par Joanne Swart, James a même avancé que Kellyanne faisait parfois semblant d'être inconsciente pour attirer l'attention. Pour citer James, Kellyanne avait la mauvaise habitude de se blesser elle-même pour me faire paraître coupable. Donc là, je ne sais pas s'il essaie d'insinuer que toutes les blessures que Kellyanne avait étaient auto-infligées, ce qui serait impensable. Oui, ça n'a pas de bon sens. Lorsque James s'est fait demander durant son procès pourquoi il avait aveuglé Kellyanne, l'avait poignardé, battu, James a répondu Kellyanne, avait défié James de le faire. Et elle l'avait défié à lui de le faire. Qu'elle l'avait poussé à le tuer. Fait que tout ça, dans le fond, c'est de la faute à Kellyanne. C'est comme si elle l'avait demandé. Selon lui, c'est exactement ça. Elle l'aurait demandé, elle l'aurait poussé à le faire. Une consultante psychiatre, le docteur Gillian Maisey, a témoigné au tribunal que James souffrait d'un trouble paranoïque sévère accompagné d'une jalousie morbide et qu'il vivait dans une réalité déformée. James avait peut-être réussi à manipuler Kellyanne et les femmes avant elle, mais le jury a su voir à travers ses mensonges. Il a fallu 1 heure pour déclarer James Patterson Smith coupable de meurtre. Le 19 novembre 1997, il a été condamné à 25 ans de prison. À la fin du procès, le juge s'est directement adressé à James en disant « C'est un cas terrible, un catalogue de dépravation d'un être humain à l'autre. Vous êtes une personne hautement dangereuse. Vous êtes un agresseur de femmes et je compte, autant qu'il m'est possible, que vous n'abusiez plus jamais. » Peter Openshaw, le procureur, lors du procès, a déclaré « C'était comme s'il avait délibérément défiguré Kellyanne, lui infligeant la douleur, la détresse et la dégradation les plus extrêmes. Les blessures n'étaient pas le résultat d'une seule éruption soudaine de violence. Elles devaient avoir été causées sur une longue période et étaient si étendues et si terribles que l'accusé a dû torturer la jeune fille de manière délibérée et systématique. Sa mort a dû être une fin miséricordieuse à son tourment. » Puis c'est vrai. Les membres du jury ont été traumatisés par l'affaire parce qu'ils ont été confrontés aux preuves, comme des photographies qui ont été présentées lors du procès. Chacun d'entre eux s'est vu offrir une aide psychologique professionnelle. Un geste sans précédent à ce moment-là. Chaque membre du jury a accepté l'aide psychologique. Moi, je peux comprendre, là, juste avec ce que tu as décrit comme blessure, j'imagine que les photos... juste imaginer. De baigner dans tout ça. Là, son père qui a dû l'identifier. Ouais. Les images qui te restent en tête pour le restant de tes jours, c'est... Ouf!
James aurait été éligible à la libération conditionnelle en 2022, mais on dirait que soit qu'il est décédé ou que ce soit complètement passé sous le radar, parce que selon ce que j'ai vu en ligne, il serait pas sorti de prison. On s'en plaint pas. Mm. Les funérailles de Kellyanne ont eu lieu le jour avant son anniversaire de 18 ans. Margaret a dit par après « J'aurais dû tuer James moi-même. Je veux qu'il meure de la même manière que Kellyanne. Pas un jour passe sans que j'y pense. Il l'avait sous son emprise. Et je n'ai pas pu la sauver. Ça me hante de penser que si nous étions allés là-bas, elle serait encore en vie aujourd'hui. » C'est triste parce que la culpabilité devrait tellement pas reposer sur eux. Ouais. Ils ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont été limités. Ouais, Ils ont ouais, c'est fait, sûr. tu sais. Puis en même temps, c'est comme sûr aussi qu'ils vont avoir de la culpabilité, Mais oui. veut pas. Là. Mais oui, c'est sûr. Mais ils ont fait tout ce qu'ils ont pu faire. Mm. Puis ils l'ont quand même fait de la bonne manière, je pense. Les parents de Kellyanne, Margaret et Thomas, ont créé une filiale locale du groupe national de soutien SAMM qui se traduit par « après un meurtre ou un homicide involontaire ». Ce groupe offre du soutien aux proches confrontés à des circonstances similaires à celles qu'a vécues la famille Bates. La famille et les proches de Kellyanne ont depuis pris la parole pour partager leur expérience, exhortant les autres à être vigilants et à agir lorsqu'ils soupçonnent qu'une personne proche puisse être dans une situation comme Kellyanne l'était. Mhm. Ils ont également plaidé pour des protections légales plus strictes pour les jeunes impliqués dans des relations avec des partenaires beaucoup plus âgés, en particulier lorsqu'il y a des signes de coercition et de contrôle. Margaret Bates est décédée en 2020 selon un article du Manchester Evening News. Les tragédies comme celle de Kellyanne ont suscité des réformes et une prise de conscience accrue. Il faut qu'il arrive un drame pour qu'il y ait des changements. Hein. La loi anglaise reconnaît désormais les abus psychologiques et coercitifs comme une infraction pénale. Il y a le renforcement des campagnes éducatives. Des campagnes visant à sensibiliser les jeunes aux relations saines et aux signes de violence conjugale ont été mises en place. Des organisations comme le Childline et NSPCC offrent un soutien accessible et confidentiel aux jeunes. Il y a eu de la formation professionnelle. Les enseignants, les travailleurs sociaux et les autres professionnels de la santé sont mieux formés pour détecter les signes d'abus subtils. Ça, c'est bien. Ouais. Surtout, justement, à l'âge où tu vas à l'école, là. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour la violence conjugale. Non, c'est ça. Tu peux être une personne âgée comme tu peux être un adolescent. Puis personne ne peut se douter nécessairement de ça. Là. Ouais, puis si tu crées de la prévention dans les écoles, ben c'est des outils qui vont te servir toute ta vie, dans le fond. Oui, tout à fait. Les leçons à tirer de son histoire, parce que souvent, quand il y a des drames comme ça, il y a des leçons qu'on peut en tirer, malheureusement. Ouais. Il y a l'importance des signaux d'alarme, donc le comportement contrôlant, l'isolement et les blessures visibles sont des signes qui doivent alerter les proches. Il y a la sensibilisation à la manipulation. Les périodes de réconciliation et de promesses peuvent maintenir une victime piégée dans le cycle d'abus. Le soutien communautaire et familial, une vigilance accrue et une action préventive de la part de l'entourage peuvent parfois sauver des vies. Et puis, comment agir face à ce genre de situation? Comme tu l'as nommé tout à l'heure, le soutenir sans juger. Les proches doivent offrir un soutien inconditionnel pour que la victime se sente en sécurité et comprise, pour pas justement que la victime s'éloigne davantage des proches. Éduquer sur les signaux d'alerte. Il est crucial de sensibiliser les jeunes et leurs parents sur les dynamiques de pouvoir et les signes d'une relation abusive. Chercher des aides professionnelles. Il y a des intervenants qui sont spécialisés en violence conjugale. Ils peuvent aider à évaluer la situation et à élaborer des plans de sécurité. Outil très important, hein? Il y a des gens qui sont formés pour ça, pour vous aider sans jugement. Si vous n'êtes pas à l'aise d'en parler avec un ami ou un membre de la famille, un proche, peu importe, il y a des gens, là, sans jugement, que c'est leur job. Notez ça. Je sais que ça existe avec l'organisme SOS Violence Conjugale. Là. C'est confidentiel, c'est anonyme. Puis quand je faisais des recherches, moi, sur la plupart des sites que je suis allé, il y avait souvent un onglet que tu pouvais comme cliquer rapidement pour pouvoir fermer le site. Puis en fait, ça t'envoyait sur un autre site. Là. Je pense qu'à un moment donné, ça m'envoyait sur le site d'IKEA. Une autre fois, sur un site de Ricardo, sur une recette de cuisine. Ah, c'est tellement c'est comme bien, pour une, là. ouais. Puis il y a de quoi aussi pour supprimer l'historique. Ouais. Souvent. Puis c'est bien pensé parce que c'est une fraction de seconde là, que la personne arrive en arrière de toi, là, puis qu'elle doit fouiller là-dessus. Là. Tout à fait. Fait que de savoir que ces sites-là sont faits pour les victimes, sont faits pour eux autres, pour que leur recherche, puis la recherche de support soit faite en toute sécurité. C'est vraiment le facteur très important de la sécurité. Comment briser justement le cycle de violence conjugale? Il faut reconnaître les signes tout d'abord. Il faut identifier que la relation est abusive. C'est vraiment la première étape.
Par la suite, de chercher du soutien, donc contacter des amis, des membres de la famille ou des professionnels, des gens en qui on a confiance. Planifier le départ de façon sécuritaire. Les périodes de séparation sont les plus dangereuses, puis un plan bien préparé est crucial. Utiliser des ressources spécialisées, donc il y a les refuges, il y a des lignes d'aide, il y a des organismes communautaires qui offrent un soutien. L'importance de dénoncer aussi, c'est très important. Il y a certaines formes de violences conjugales qui sont de nature criminelle. Les violences physiques, les menaces, plusieurs formes de violences sexuelles, certaines formes de violences économiques aussi. Faut pas attendre que le pire arrive. Oui, tout à fait. Porter plainte contre un partenaire violent peut faire partie des mesures permettant d'améliorer votre sécurité, mais c'est une décision qui comporte de nombreux enjeux. L'histoire de Kellyanne Bates est souvent citée dans les discussions sur les signes avant-coureurs de la violence conjugale, car elle illustre tragiquement l'issue d'une relation abusive. Ce qui a débuté par un simple trajet en voiture s'est rapidement transformé en une spirale de violence, où un homme plus âgé a méthodiquement détruit une jeune femme. Profitant de son innocence, James Patterson Smith l'a isolée, contrôlée et soumise à des sévices d'une brutalité inouïe. Le cas de Kellyanne Bates met en lumière la réalité insidieuse du contrôle coercitif et du grooming, des mécanismes qui piègent les victimes dans un cycle d'abus dont il est malheureusement difficile de s'en échapper. Ce drame doit servir de leçon. Les signes de manipulation, d'isolement et de domination ne doivent jamais être ignorés. Il est primordial de donner une voix aux victimes, de leur apporter de l'assistance et de réagir avant qu'il ne soit trop tard. Personne ne devrait subir ce qu'a enduré Kellyanne. Si vous ou quelqu'un de votre entourage êtes victime de violences conjugales, sachez que des ressources gratuites et anonymes existent. Au Québec, vous pouvez contacter SOS Violence conjugale au 1-800-363-90-10. En France, vous pouvez appeler Solidarité Femmes au 39 19. En Belgique, la ligne écoute Violence conjugale est disponible au 08 130 030.